Открывают прохождение курсанты первого училища сухопутных войск Вьетнамской народной... C'est comme ça qu'a commencé cette fin de semaine chargée dans l'actualité internationale. Ça, c'était vendredi, Vladimir Poutine qui présidait les commémorations du jour de la victoire. C'était le 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie. Puis, au cours de la fin de semaine, il y a aussi des alliés de Volodymyr Zelensky, européens principalement, qui se sont rendus à Kiev pour réaffirmer leur appui à l'Ukraine face à l'agression russe. On va remettre tout ça dans son contexte puis comprendre ce que tout ça veut dire avec Jonathan Paquin, le directeur de l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. Professeur Paquin, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Alors, on a vu dans les images le leader chinois Xi Jinping qui était juste à côté de Vladimir Poutine. C'est pas une visite banale et il faut en comprendre quelque chose parce qu'on voulait passer un message avec cette visite-là. Oui, les célébrations qui ont lieu ce week-end nous ont montré que Vladimir Poutine n'est pas seul. Il a toujours des partenaires. Alors, en Occident, on aime bien le décrire comme un paria sur la scène internationale, mais dans les faits, et on l'a bien vu, il a plusieurs amis. Il y a 24 chefs d'État ou chefs de gouvernement qui se sont présentés sur la place rouge ce week-end aux côtés de M. Poutine. Bien sûr, le Brésil était représenté, le Venezuela, la Chine, plusieurs ex-républiques socialistes soviétiques, mais il y avait aussi 2 États européens, vous l'avez indiqué tout à l'heure, le président serbe était sur place. C'est vrai que la Serbie ne fait pas partie de l'Union européenne, mais c'est un pays européen quand même. Et le premier ministre slovaque était là aussi. La Slovaquie, elle, fait partie de l'Union européenne. Donc, il y avait beaucoup de monde, 24 chefs de gouvernement et chefs d'État, et lorsqu'on les met tous ensemble, ça représente à peu près 23 % du produit intérieur brut mondial. Donc, ce n'est pas rien. Et bien sûr, Xi Jinping était la personnalité la plus importante. Et là, permettez-moi de faire un petit retour parce que dans la tête de Xi Jinping, c'est bien important d'éviter ce qu'on appelle dans ma communauté le Kissinger à l'envers. Et je m'explique. Au début des années 70, rappelez-vous, Henry Kissinger était le conseiller à la sécurité nationale de Richard Nixon. Il avait réussi à se rapprocher de la Chine communiste de Mao et à reconnaître la Chine comme telle, ce qui a eu pour effet de créer une forme de dissociation entre l'URSS et la Chine. Et ça s'était fait à l'avantage des États-Unis et contre les intérêts de l'Union soviétique. Cette fois-ci, Xi Jinping voit très bien que Donald Trump cherche à se rapprocher de Poutine. Il est complaisant à son égard. Et manifestement, les Européens et les Asiatiques considèrent que Trump cherche à créer une sorte de dissension entre Xi Jinping et Poutine. Donc, Xi était là ce week-end pour dire non, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous rapprocher de la Chine si vous voulez, mais nous restons unis tous les deux pour les années à venir. Je termine rapidement là-dessus. Pour Xi Jinping, c'est quand même un exercice de funambulisme parce que, oui, il veut rester près de la Chine, mais il ne veut pas s'aliéner le reste du monde non plus. Depuis plusieurs semaines, il tend des perches à l'Union européenne, il veut se rapprocher des Européens, il cherche à régler la guerre commerciale avec les États-Unis. D'ailleurs, les tarifs ont été suspendus il y a quelques heures. Nous verrons si ça tiendra entre la Chine et les États-Unis. Et donc, il doit, Xi Jinping, oui, rester près de Poutine, mais faire la démonstration qu'il est à la tête d'une puissance stabilisatrice qui parle à tout le monde. Donc, nous verrons si ça fonctionnera sur le moyen terme. Être au-dessus de la mêlée, donc. Puis, quand je dis que c'était une grosse fin de semaine, puis je suis content que vous soyez là, qu'on remette tout ça ensemble, qu'on remette les pièces de ce casse-tête-là en fin de semaine, le lendemain, des dirigeants européens, j'ai le goût de dire les autres, là, à part ceux que vous avez nommés tout à l'heure, Emmanuel Macron, notamment, s'en va à Kiev. On appuie encore une fois Volodymyr Zelensky. Est-ce que ça fait partie de cette stratégie-là qui est en lien avec la présence du président Xi à Moscou, ça? Oui, absolument. C'est une réponse à cette initiative-là. C'est un gros week-end, vous l'avez dit. Donc, le dirigeant allemand, français et anglais ont pris un train de nuit de Pologne vers Kiev, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas prendre de vol jusqu'à Kiev parce que c'est trop dangereux. Ils ont rencontré sur place le président Volodymyr Zelensky et le premier ministre polonais Donald Tusk. Et l'objectif de cette rencontre était double. Premier objectif, faire la démonstration que les Européens sont unis dans leur volonté d'appuyer l'Ukraine face à l'envahisseur russe au moment où les États-Unis commencent à montrer des signes d'impatience. Donc, un front uni face à
Poutine. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'ils ont fait pression sur Poutine pour que des négociations s'enclenchent réellement pour mettre un terme éventuellement à la guerre en Ukraine. Ce que les 4 dirigeants ont fait et Zelensky, c'est qu'ils ont appelé, vous avez peut-être vu des images, le président Trump, donc il y a eu une discussion téléphonique avec Trump, et ils se sont tous entendus, et c'est la première fois depuis le 20 janvier, soit depuis l'arrivée de Trump à la présidence des États-Unis, qu'il y a véritablement un front commun occidental. Ils se sont entendus pour adresser un ultimatum à Poutine. L'ultimatum était le suivant. À compter de lundi le 12 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, vous devez respecter un cessez-le-feu total et inconditionnel pendant un minimum de 30 jours, vous, les Russes. Et si vous le violez, ce cessez-le-feu, nous, les Occidentaux, nous adopterons encore plus de sanctions contre votre économie. Nous ciblerons notamment le pétrole et le gaz et nous pourrions adopter des sanctions contre des États qui font affaire avec vous pour racheter vos ressources. Ça élargit. C'est pas rien quand même. Donc, un ultimatum en bonne et due forme. Poutine a répondu, premièrement, c'est un peu grossier comme méthode. C'est pas comme ça qu'on s'adresse à la Russie. Je ne marche pas aux menaces, mais j'ai vraiment à cœur la résolution du conflit en Ukraine. Et à ce propos, d'ailleurs, je propose qu'il y ait des négociations directes entre l'Ukraine et nous dans les prochains jours. Donc, Poutine est un fin tacticien. Ce qu'il a réussi à faire, c'est de tourner ce front commun américain et européen qui passait par un ultimatum vers l'idée de négociation directe. En agissant comme ça, Poutine savait très bien que Trump mordrait à l'hameçon en disant « Oui, ça prend absolument des négociations, allons pour les négociations ». Et donc, tranquillement, pas vite, on a mis de côté cette idée d'un ultimatum. Et Volodymyr Zelensky a renchéri en disant « Très bien, vous, M. Poutine, vous voulez qu'on négocie directement de régime à régime. Moi, je serai jeudi à Istanbul, en Turquie. Venez me rejoindre, nous pourrons nous rencontrer personnellement pour mettre un terme au conflit. » On est rendu là dans la fameuse saga de la guerre en Ukraine. Nous verrons si c'est l'épisode qui permettra de mettre éventuellement un terme au conflit. J'en doute fortement. Ce sera une grosse semaine. Puis, en quelques secondes, ça explique le changement de ton de Donald Trump envers Vladimir Poutine? Oui, en fait, c'est Trump est frustré par Poutine, qui demande toujours plus de concessions à l'Ukraine. Il faut comprendre que Poutine ne veut pas mettre un terme à la guerre. Il n'a pas intérêt. L'objectif de Poutine, c'est que les Américains s'en aillent, qu'ils quittent, qu'ils cessent d'appuyer l'Ukraine. Si ça se produit, les Russes auront gagné parce que le rapport de force avec les Européens est à l'avantage des Russes. Et les Américains, dans tout ça, disent, si les Russes ne veulent pas négocier plus que ça, nous, on pourrait s'en aller. Mais on dirait que ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est précisément ce que les Russes souhaitent. Et c'est ce que les Ukrainiens ne veulent surtout pas. Donc, nous verrons au cours des prochains jours, prochaines semaines, si Trump finira par quitter. On espère qu'il restera sur place. Mais il y a manifestement un aspect du calcul stratégique, soit qui échappe à l'administration actuelle ou quelque chose qu'ils ne veulent pas voir, justement, mais ils veulent une résolution rapide pour que Trump puisse encore une fois dire, voilà, je suis un deal maker, grâce à moi, la paix est revenue en Europe orientale. Nous verrons. J'ai l'impression qu'on aura encore une grosse semaine. Merci beaucoup, Jonathan. Bonne soirée. Bonne soirée.